Un destin extraordinaire attend ce jeune garçon. Contre vents et marées, il va gravir les échelons jusqu'au rang d'amiral et deviendra le corsaire le plus célèbre de son temps. C'est une époque violente, mais aussi un siècle de grandes découvertes. Et cet homme va changer le cours de l'histoire. Ses expéditions commerciales et ses pillages permettront bientôt à l'Angleterre de se hisser au rang de grande puissance mondiale. Je vous adoube, Sir Francis Drake. On le surnomme le corsaire de Sa Majesté. Voici l'histoire de Sir Francis Drake. Londres compte aujourd'hui près de 9 millions d'habitants. Place financière majeure, la capitale britannique abrite plus de grandes fortunes que toute autre ville au monde. La montée en puissance de Londres commence avec un acte d'une arrogance rare. Peu de temps après la découverte de l'Amérique, dans la petite localité espagnole de Tordesillas. De nos jours, la principale attraction locale est le taureau lâché dans les rues de la ville tous les ans le 8 septembre à l'occasion d'une fête traditionnelle. Mais en 1494, Tordesillas accueille les émissaires des deux superpuissances de l'époque, l'Espagne et le Portugal, qui s'entendent pour se partager le monde. À l'exception de quelques enclaves, l'Asie, l'Afrique et la pointe orientale de l'Amérique du Sud reviennent au Portugal. L'Espagne s'octroie le reste du Nouveau Monde, y compris sa moitié nord, encore quasi inconnue. Le traité de Tordesillas doit permettre d'éviter des guerres déclenchées par la soif d'or ou de pouvoir, en excluant les autres nations d'Europe. L'Angleterre n'est alors qu'un petit royaume insulaire à peu près insignifiant, à la marge de l'Europe. Mais il va bientôt voir naître un corsaire qui deviendra célèbre sur les 7 mers du monde. Véritable héros national, connu pour avoir amassé une fortune considérable, le personnage de Francis Drake est auréolé de légende. Nous sommes près de Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Voici Buckland Abbey, la propriété achetée par Francis Drake vers 1580 pour 3 900 livres. Aujourd'hui, cette somme ne permettrait même pas d'acheter une Jaguar d'occasion. Mais elle représente en fait quelques 16 millions d'euros en monnaie actuelle. C'est un ancien monastère au cœur de la campagne, dans le sud du Devon. Une façon pour Drake d'affirmer qu'il est l'homme le plus riche du royaume. Aujourd'hui, le manoir abrite un musée consacré au corsaire de Sa Majesté Élisabeth Ier. Cette immense cuisine est très révélatrice. Il venait d'une famille pauvre, où l'on n'avait certainement pas une aussi belle cuisine. Mais il avait parcouru le monde et goûté des mets d'Espagne, des Amériques et des Indes orientales. Son palais s'était affiné et il était devenu un vrai gourmet. « 1554. À 14 ans, Francis travaille déjà dur pour survivre, comme bien des jeunes gens d'extraction modeste. Ses parents sont très pauvres et ils ont une douzaine d'enfants à nourrir. Chez les Drake, on ne mange pas tous les jours à sa faim. Son père était un paysan sans le sou et un ministre du culte protestant. Tout ce qu'il pouvait faire pour son fils aîné était de lui apprendre à lire et à écrire. C'était beaucoup à une époque où 80% de la population anglaise était analphabète. L'époque est rude. Plus des 3/4 de l'économie anglaise dépendent de la bonne santé du commerce du coton et du textile. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface. Mais le marché du drap, centré sur Anvers, entre en surchauffe et s'effondre. De nombreux marchands font faillite, laissant leurs fournisseurs dans la misère.
À cela s'ajoutent des persécutions religieuses. Le trône d'Angleterre est occupé par Marie Tudor. Son père, Henri VIII, a rompu avec l'Église de Rome en 1534. Mais Marie reste fidèle au catholicisme, qu'elle veut restaurer à tout prix dans le royaume. Les protestants, comme la famille Drake, sont persécutés. Ceux qui refusent d'abjurer leur foi sont envoyés au bûcher. En s'étant troublé, le jeune Francis comprend rapidement que ses possibilités sont limitées. Il apprend donc le métier de marin sur un navire transportant des marchandises entre l'Angleterre, la France et la Hollande. À l'époque de Francis Drake, il existait un important prolétariat maritime dans lequel les armateurs pouvaient puiser en permanence. Des hommes jeunes, presque encore des enfants qui n'avaient rien à perdre. On pouvait les envoyer au casse-pipe sans scrupule, car personne ne se préoccupait de leur sort. Allez, à bientôt. Allez, on revient et rapporte-nous des nouvelles. Francis Drake a maintenant 14 ans et il apprend à tout endurer. Les travaux pénibles, la violence et les brimades des marins. Il a entendu parler de la sentine dans les entrailles du bateau. On raconte qu'une étrange créature vit là. La sentine était le pire endroit du navire, tout au fond de la cale. On y trouvait des eaux usées pestilentielles, des ordures ou encore des rats. Et les marins n'hésitaient pas à s'y soulager. On y faisait descendre les mousses qu'on enfermait tout seul, dans le noir. Cette légende d'un animal affamé qui passerait ses journées à se goinfrer dans la sentine vient sans doute du bruit que produisaient les eaux usées contre le bordage. Tandis que Francis Drake apprend les ficelles du métier, Marie Tudor épouse un homme qui deviendra un jour le pire ennemi du jeune Anglais, Philippe II d'Espagne. Ce n'était pas un mariage d'amour. Il voulait que la marine anglaise escorte ses propres navires jusqu'en Flandre, où grondait la révolte. Le contrôle de la Manche devait lui permettre de consolider son empire mondial. L'Espagne de Philippe II est celle de l'Inquisition. Il est l'heure, Votre Majesté. Aux yeux du souverain, tout sujet qui n'est pas un fervent catholique est un hérétique méritant le bûcher. Les mises à mort ont des allures de fête populaire. Mais qu'avez-vous, Don Antonio? Le feu a des vertus purificatrices. Peut-être auront-ils la chance d'accéder à la vie éternelle auprès de Dieu. Nous accomplissons une œuvre qui est agréable au Seigneur. Et Philippe II aimerait bien poursuivre cette œuvre en Angleterre. En tant que prince consort, Philippe ne peut pas régner directement sur l'Angleterre. Il dispose en revanche d'une institution passée experte dans l'art d'imposer la terreur aux adeptes d'autres confessions, l'Inquisition espagnole. Mais cette répression n'atteindra pas l'Angleterre. Marie Tudor meurt prématurément, sans descendance et délaissée par son mari. Votre Majesté. Attendez. Faites voir. Tenez, Votre Majesté. C'est au tour d'Élisabeth, la demi-sœur protestante de Marie, de monter sur le trône d'Angleterre. Philippe l'ignore encore, mais cette nouvelle reine, aidée de Francis Drake, va faire de l'Angleterre une puissance maritime d'envergure mondiale. Située stratégiquement à l'entrée de la Manche, la ville de Plymouth est depuis des siècles le principal port militaire du Royaume-Uni. Elle doit ce destin à Francis Drake.
qui en fait le point de départ de ses expéditions. Le navigateur est déjà célèbre lorsqu'il devient en 1581 maire de Plymouth, qui sera bientôt grâce à lui la première base navale d'Europe. L'enfant du pays a beaucoup fait pour sa ville. Celle-ci ne lui a pourtant érigé qu'une modeste statue commémorative en bronze. À quoi ressemblait le plus célèbre des corsaires de Sa Majesté? La plupart de ses portraits ont été réalisés longtemps après sa mort. Seuls 2 d'entre eux datent de son vivant. L'un montre un homme âgé, aux mains étonnamment délicates. L'autre est celui d'un jeune homme sérieux et songeur, qui semble pressentir les épreuves qui l'attendent. Après l'effondrement du marché du drap, l'Angleterre se retire des échanges marchands européens et revoit sa stratégie. Les commerçants anglais et le gouvernement d'Élisabeth redécouvrent les bienfaits de l'insularité, une situation protégée qui leur permet d'agir beaucoup plus librement. L'Angleterre n'a jamais eu besoin d'une armée avant le XXe siècle, car la mer la préservait des attaques. Les Anglais se sentaient coupés du reste de l'Europe par la Manche. Quand leurs liens économiques avec le continent ont commencé à s'effilocher, puis à se défaire au milieu du XVIe siècle, ils ont élargi leurs horizons en se tournant vers la Méditerranée, le nord de la Russie ou d'autres régions. L'Europe était à leurs yeux un marché fermé qui avait instauré des barrières douanières pour leurs marchandises. Et aujourd'hui encore, cette perception joue dans l'opinion des Britanniques sur l'Europe. L'Angleterre commence à concurrencer sur les mers l'Espagne et le Portugal qui retirent d'énormes profits de l'exploitation des terres du Nouveau Monde. Comme d'autres, le jeune Francis Drake veut participer à l'aventure. Ces satanés catholiques. Ils font tout pour nous bannir de leur colonie et de leur commerce outre-mer. Ils estiment en avoir le droit parce qu'ils sont arrivés les premiers. Pas avec moi. En 1568, Francis Drake est capitaine sur un navire de son cousin John Hawkins. Bravo mon gaillard. Son objectif, faire fortune, aussi vite que possible. Il fait partie de ces nouveaux entrepreneurs dont l'aire d'action est le monde entier. Être au bon endroit au bon moment est la clé des échanges commerciaux de l'époque. Et tant pis s'il faut parfois recourir à la violence. Tout est en ordre. Rapporter des richesses à notre commanditaire est notre but. Nous travaillons pour la haute société et la cour d'Angleterre. C'est pourquoi nous sommes en un mot sérieux. La flottille se dirige vers les Caraïbes avec un chargement précieux, des esclaves destinés aux colonies espagnoles. C'est une entreprise risquée car seuls les Espagnols ont droit de cité sous ces latitudes. Tout intrus risque la peine de mort. L'expédition semble placée sous une mauvaise étoile. Les ventes d'esclaves sont poussives. Plus tard, Francis Drake abandonnera définitivement cette sinistre activité. Un ouragan entraîne les navires vers le nord et provoque des avaries. Il faut les remettre en état dans le port de San Juan de Ulúa, une possession espagnole. Drake et Hawkins ont jeté l'ancre dans ce port. Ils ignoraient qu'au même moment, une flotte d'escortes espagnoles lourdement armée était attendue avec le vice-roi de la Nouvelle-Espagne fraîchement nommé. La situation est délicate.
Le vice-roi voit là l'occasion d'un coup d'éclat. Faisant mine d'accepter la proposition de trêve des Anglais, il attend la nuit pour donner l'assaut. Il est sûr de lui, car les Espagnols sont largement supérieurs en nombre et en armement. Merci. Quatre jours durant, la bataille fait rage dans le port de San Juan de Ulúa. Elle tourne au bain de sang. 2 navires espagnols et 4 vaisseaux anglais sont coulés. Des centaines d'hommes trouvent la mort. Francis Drake réussit à prendre la fuite avec une poignée de marins. La plupart mourront d'épuisement, de faim ou de soif pendant le retour. Le traumatisme de cette expédition caribéenne se grave à jamais dans la mémoire du jeune navigateur. Il en conçoit une haine tenace à l'encontre de Philippe II d'Espagne, qui incarne désormais le mal absolu à ses yeux. La bataille a duré 4 jours. 2 navires ont pu s'échapper, mais tous les autres ont été coulés. Le souverain, lui, se réjouit de cette victoire sur les corsaires britanniques, sans imaginer qu'il a désormais un ennemi juré. Ça suffit maintenant. Je n'ai pas le temps de poser toute la journée, je n'ai pas que ça à faire. J'ai un pays à gouverner. Si vous avez besoin d'un modèle pour travailler, prenez un de mes anciens portraits. En Angleterre, les mésaventures de Francis Drake ont des répercussions diplomatiques. Qu'elle le veuille ou non, Élisabeth est associée à ces agissements. L'ambassadeur d'Espagne vient se plaindre à plusieurs reprises des corsaires anglais. Mais il transmet aussi à la reine une requête audacieuse de son monarque. Très cher Don Bernardino de Mendoza, remerciez votre bon seigneur en mon nom. Je suis néanmoins dans l'impossibilité de l'épouser à ce jour, même si je suis flattée par son offre charmante. De tous mes prétendants, celui que je préférerais avoir à mes côtés. Maintenant, en ce qui vous concerne, je suis proprement outrée que vous osiez insinuer un seul instant que je pourrais être associée à des pirates. Vous pouvez disposer. La reine est face à un problème épineux. L'Angleterre est un tout petit État qui ne compte que 4 ou 5 millions d'habitants. Elle n'a pour atout que sa marine, le contrôle de la Manche et quelques moyens financiers. L'Espagne, elle, possède des ressources considérables. Elle rapatrie des quantités de lingots depuis l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. La perspective de mettre la main sur ces trésors du Nouveau Monde va donner des ailes à Francis Drake. Pendant 2 ans, à bord d'un navire de taille modeste, il sillonne les Caraïbes d'île en île. Il repère des lieux de mouillage sûrs, pactise avec les pirates locaux et se découvre des alliés inattendus. Les cimarrones du Panama, c'est-à-dire les esclaves en fuite. Réfugiés dans la forêt pluviale, ils s'en prennent régulièrement aux implantations des Espagnols, leurs anciens bourreaux. C'est pour moi? Pour moi? Ah oui, pour vous. Francis Drake s'attire la confiance d'un chef cimarron en lui offrant une épée de grande valeur. Merci. Le corsaire a pour habitude de traiter d'égal à égal avec les représentants d'autres cultures, par intérêt bien entendu. Mieux vaut gagner un ami qu'un ennemi. À notre nouvelle alliance. Qu'elle soit Lève fructueuse. mon verre à nous. Pragmatique, il ne perd pas de vue son objectif. Nuire à Philippe II et s'enrichir au passage. Vous êtes mon ami maintenant. Ensemble, nous vaincrons. Son rapprochement avec les cimarrones va s'avérer fructueux. Merci. Chaque année, un convoi de navires espagnols lourdement armés quitte les Caraïbes. Au cours du XVIe siècle, 26 000 tonnes d'argent et près de 150 tonnes d'or sont ainsi transférées en Espagne. Des richesses considérables, entachées du sang d'innombrables Africains et Amérindiens.
Depuis une cachette sûre, Francis Drake élabore un plan. Attaquer l'escorte de ce précieux chargement serait suicidaire, il le sait. Mais peut-être est-il possible de s'emparer du trésor avant qu'il atteigne les navires. Voilà qui mettrait fin à des années ponctuées d'épreuves. La fièvre mystérieuse qui fait des ravages parmi ces hommes, l'eau insalubre, les bêtes sauvages, sans oublier le risque permanent d'être repéré. Pour priver Philippe de ses ressources, le corsaire est prêt à toutes les audaces. Car le roi d'Espagne a impérativement besoin de ses richesses d'outre-mer pour financer sa politique et combattre ses nombreux ennemis. Philippe II est en difficulté. Tout l'argent qu'il tire du continent américain passe dans les campagnes qu'il mène en Méditerranée contre les Turcs et les corsaires barbaresques, en Europe du Nord ou encore en France. Ne parvenant plus à lever des fonds, l'État espagnol est régulièrement en faillite et entraîne ses banquiers dans la déroute. Lentement mais sûrement, l'Espagne perd sa solvabilité. Or, elle a besoin d'emprunter. De retour à Londres, Francis Drake veut obtenir la bénédiction de la reine, bailleur de fonds tout désigné pour son plan. Le moment est particulièrement bien choisi. Le comportement des Espagnols ne laisse pas de choix à la couronne anglaise. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Élisabeth a elle aussi besoin d'argent. Prouve qu'ils veulent attenter à vos jours. Un nouvel attentat contre elle vient d'être déjoué. C'est un coup des Espagnols. Même leur ambassadeur était visiblement au courant. Sortez d'ici! C'est un scandale. Que voulez-vous que je fasse? C'est le chef des services secrets de Sa Majesté, Francis Walsingham, qui a découvert un complot ourdi par Philippe II et le pape. Je le sais. Ce pape à Rome, c'est lui, le vrai antéchrist. Il a excommunié notre reine et a déclaré qu'elle devrait renoncer au trône alors qu'elle n'appartenait même plus à son église du diable. En d'autres termes, le moindre malfrat peut dorénavant la tuer sans être châtié. Mais ils ne réussiront pas, ces mécréants de catholiques, je vous le jure. L'Espagne tente à présent de faire plier l'Angleterre en lui imposant une guerre économique. Philippe II fait saisir tous les navires et chargements anglais qui se trouvent dans sa zone d'influence. Majesté. Le commerce transatlantique est pratiquement paralysé. La situation est tendue. L'Angleterre était un pays trop petit pour lever une grande armée et l'envoyer combattre sur le continent. Son seul avantage était le contrôle de la Manche, et son insularité lui permettait d'agir sur les mers. La nouvelle marine anglaise était d'ailleurs conçue pour les combats à l'artillerie lourde. Ses canons en bronze étaient un atout et permettaient de bombarder l'ennemi à distance. Nous ne pouvons pas lever une armée suffisamment... Mais les navires, les hommes et les canons sont chers. Francis Walsingham propose alors de faire appel à Francis Drake. Il faudrait Walsingham. Approchez, n'ayez crainte, Monsieur Drake. J'ai beaucoup entendu parler de vous. À ma gauche, je vous présente mon secrétaire d'État, Lord Burghley, et Sir Francis Walsingham, que vous connaissez déjà. Eh bien, n'allez-vous pas vous lasser de nous regarder? Vous êtes courageux. Je suis très curieuse de savoir quelle richesse vous comptez rapporter, capitaine. En juillet 1572, le corsaire met une nouvelle fois le cap sur les Caraïbes avec 2 vaisseaux. La reine participe financièrement à l'expédition et doit toucher une partie de son éventuel butin. Il risque d'y en avoir beaucoup. Si Francis Drake et ses hommes tombent aux mains des Espagnols, ils risquent la torture et la mort. Les plus chanceux finiront peut-être sur les bancs de rameurs d'une galère espagnole. Telles sont les peines réservées aux hérétiques et aux corsaires. Allez, on verra.
Je n'ai nul besoin de vous le rappeler, Monsieur Drake. Je ne suis pas au courant et n'ai aucun lien avec vous ni avec ce que vous entreprenez. Dans cette aventure, ils sont seuls. Drake manœuvre dans une région très dangereuse. Il ne peut compter que sur son talent de navigateur et son habileté au combat. Il ne bénéficie d'aucune protection politique et n'a aucun pouvoir. C'est un homme issu d'un milieu très simple, qui a gravi les échelons en prenant des risques énormes. Son génie est sa seule force. Francis Drake veut tourner la page de ses mésaventures avec le vice-roi de la Nouvelle-Espagne et remporter enfin des victoires. Mais il joue de malchance. Au Panama, les Espagnols lui opposent une résistance acharnée. Le corsaire anglais est gravement touché. Sa mission semble mal engagée. Il faut continuer le combat. Nous sommes si près du but. Prenez d'assaut cette ville. Il n'en est pas question, capitaine. Pas sans vous. Et vous avez perdu beaucoup trop de sang. Sa blessure guérit dans les semaines qui suivent. Mais c'est maintenant la fièvre jaune qui fait des ravages parmi son équipage. L'épidémie mortelle se propage par l'intermédiaire des moustiques qui prolifèrent sous ces latitudes. Francis perd également son frère Joseph. Il décide d'autopsier le cadavre, dans l'espoir de mieux comprendre la cause de toutes ces morts et trouver un remède. Une initiative déconcertante qui horrifie son équipage superstitieux. L'autopsie n'a servi à rien, parce qu'en ce temps-là, personne ne comprenait le fonctionnement des agents pathogènes. De toute façon, on ne savait pas très bien ce qui tuait les hommes. Mais on a l'impression que Francis Drake a voulu dire « Il faut trouver une solution et je suis prêt à faire l'inimaginable. » Une personne normalement constituée ne découpe pas les gens, surtout pas son frère. Il veut se présenter comme un homme qu'on peut suivre jusqu'au bout du monde. Et c'est ce que vont faire beaucoup de ces marins. Francis Drake ne renonce pas. Aidé par les Cimarrones, son équipage repère l'itinéraire emprunté par les caravanes de mulets qui acheminent l'or et l'argent espagnol jusqu'à la côte. Au premier coup de feu, les soldats se dispersent et abandonnent leur trésor aux Anglais. 200 bêtes chargées de richesses destinées à Philippe II. C'est le premier triomphe de Drake. Le corsaire est désormais un homme riche. Et la reine peut se réjouir. La part qu'elle va toucher représente 10% des recettes fiscales annuelles du royaume. Drake est impatient de lui annoncer la bonne nouvelle. Après tout, Élisabeth a placé de grands espoirs dans cette expédition. En 1570, elle a inauguré le Royal Exchange, la bourse de Londres, destinée à faciliter le commerce. Le bâtiment rappelle aujourd'hui encore combien l'Angleterre croit alors en son ascension économique. Marchands et entrepreneurs y font circuler le capital et, ce faisant, dopent l'économie. Les négociants de titres ne sont pas admis à l'époque, car on réprouve leur comportement de rustre. À son retour, Francis Drake est accueilli en héros. Mais Élisabeth le reçoit froidement. C'est une immense déception pour le corsaire. Vous êtes parti longtemps, monsieur Drake. Cela fait plus de 2 ans. En toute franchise, nous ne pensions plus vous revoir et entre-temps, nous avons conclu des accords de paix avec l'Espagne. Et vous? Vous avez passé 2 longues années à piller les colonies espagnoles d'outre-mer. Vous me mettez en mauvaise posture. En êtes-vous conscient? Si la reine décide de le punir et de rendre le butin aux Espagnols en signe de bonne volonté,
Les jours de Francis Drake sont comptés. Il disparaît alors pendant 2 longues années. Aujourd'hui encore, les historiens ignorent où l'a mené son errance, après cette fuite digne d'un hors-la-loi. Sentant l'étau se resserrer autour de lui, Francis Drake veut se faire oublier. Les agents de Philippe II, en poste dans les colonies, ont fourni une description très précise du navigateur et de ses hommes. Le souverain fait pression sur Élisabeth pour qu'elle lui livre son protégé. Philippe II veut absolument capturer Drake, ou au moins le voir décapité. Il offre 20 000 ducats de récompense, soit l'équivalent de 7 millions d'euros. C'est énorme, de quoi inciter n'importe qui à tenter sa chance. Une somme comparable au montant promis pour la capture de Ben Laden après le 11 septembre. Les Espagnols me surnomment El Dragon, car ils me prennent pour un dragon. Cela me convient. L'important, c'est qu'il tremble devant moi. Non sufficit orbis. Le monde ne suffit pas. Telle est la devise de Philippe II. Mais cette nouvelle ère n'a que faire des règles établies par l'homme fort de l'Espagne. Ce dernier n'inspire ni peur ni respect à son ennemi anglais. Monarque bureaucrate, Philippe se retire de plus en plus dans son lugubre palais monastère de l'Escurial. La grande offensive sur l'Angleterre attendra. À cause de l'acharnement de Francis Drake, Philippe II doit investir des sommes colossales pour protéger ses colonies. En 1575, le corsaire réapparaît à Londres. Élisabeth a besoin de ses services en urgence. Elle pressent qu'une guerre ouverte avec l'Espagne n'est qu'une question de temps. Celui qui commande la mer commande le commerce. Celui qui commande le commerce commande toutes les richesses du monde. Alors, avec quel vaisseau allons-nous accomplir cela, messieurs ? Ils ont un plan. Ils savent que les Espagnols ont plus de navires et les meilleurs soldats du monde à leur bord. Si les Anglais tentent l'abordage, c'est la mort assurée. Ils vont donc inventer un nouveau mode de combat pour éviter le corps à corps sur le pont des galions massifs. Ah, votre Majesté, oui. Regardez, voici le projet. C'est la carte ingénieuse pour ma part. Il faudra également penser à embarquer... Les experts d'Élisabeth lui conseillent de faire construire des navires légers et rapides, capables de glisser sur les flots et de couler les galions ennemis à distance grâce à leurs canons. Les Espagnols ne disposent pas d'une puissance de feu aussi concentrée. Sur les navires espagnols, chaque canon est pratiquement une pièce unique, avec un calibre, un mode de mise à feu et des boulets particuliers. Ce manque d'uniformité qui coûte cher en temps et en argent est un handicap lors des combats. Votre Majesté, comme mon cousin John Hawkins vient de vous le suggérer, nos nouveaux navires ont besoin d'une portée de canon au même calibre. Et chaque membre d'équipage doit apprendre à tirer, contrairement aux Espagnols qui ne forment pas leurs marins à manier le canon. Avec cette stratégie, c'est plus qu'une chance que nous aurons. Nous serons les maîtres absolus. Très intéressant, monsieur Drake. Et qui va financer ces grandes idées? Vous, peut-être? Oui. Walsingham, Drake et la reine sont les seuls à connaître la véritable destination du corsaire lorsqu'il reprend la mer avec 5 navires en 1577. Même les officiers et les équipages sont tenus dans l'ignorance. En secret, il a planifié la plus grande expédition de pillage jamais imaginée.
Merci. Il entend contourner la pointe sud du continent américain pour atteindre la côte Pacifique, où les navires espagnols acheminent vers le nord les richesses du Pérou et du Chili. À l'époque, on croit à l'existence d'une vaste et prospère terre australe inconnue dans le Pacifique. Un continent que pourrait s'approprier l'Angleterre. Le Golden Hind, vaisseau amiral de Francis Drake, fait aujourd'hui figure de coquille de noix. C'est pourtant le prototype d'une nouvelle génération de navires. Voici une réplique du Golden Hind. Francis Drake a conçu le navire idéal pour un voyage autour du monde. C'est un petit galion rapide, doté d'un bordage renforcé qui résiste aux attaques des vers. Ce vaisseau, lourdement armé, pouvait sans problème être échoué et radoubé sur le premier banc de sable. Drake savait qu'il allait se trouver en difficulté, avoir besoin de réparer et de calfater son navire. Il fallait qu'il puisse l'échouer. À l'approche de l'extrême sud du continent américain, Drake a déjà perdu 2 de ses 5 navires dans les tempêtes. Il est tendu. Sir Francis, c'est difficile. Il y a des vents contraires et des courants. Quand on arrivera ici... Même pendant la traversée, il n'a pas de vue d'ensemble de l'expédition dans laquelle il s'est embarqué. Il compte sur les pilotes qu'il fait prisonniers et capture par exemple un excellent pilote portugais. Il pille les vaisseaux ennemis à la recherche de cartes ou d'instructions de navigation et exploite la moindre information susceptible de l'aider. Désolé. Le passage du détroit de Magellan pour gagner le Pacifique est connu pour être redoutable. Sir Francis, il faut prendre une décision au risque de tous mourir. Même le pilote portugais n'a qu'une idée approximative de la route à suivre. Le corsaire pressent qu'ils ont atteint la région la plus sauvage de la planète. Il est très étonnant qu'il ait trouvé des investisseurs en Angleterre pour financer son expédition. Il a levé des fonds sur sa seule réputation pour un voyage à la destination incertaine, sans information sur l'itinéraire à suivre, avec des problèmes inédits à régler et un hypothétique trésor à la clé. Drake est un sacré commercial. Il a vendu Mission Impossible à une poignée d'hommes d'affaires endurcis. Des épreuves inattendues viennent compliquer la traversée. Drake et ses hommes essuient la pire tempête de leur existence, ainsi que le relatera plus tard un chroniqueur. L'un des 3 navires restants se retourne, l'autre fait demi-tour. Seul le Golden Hind parvient jusqu'à l'océan Pacifique. Quand ils atteignent le Pacifique, ils sont seuls. Ils n'ont plus de flotte ni d'escadre. Il ne leur reste qu'un bâtiment. Comme un vaisseau spatial débarrassé de son lanceur. Le Golden Hind a l'océan pour lui tout seul, et il n'y a pas un seul autre navire anglais dans cette partie du monde. Francis Drake doit renoncer à son rêve. Le mythique continent austral est manifestement une chimère. De l'eau, à perte de vue, et d'impressionnants glaciers. Poussés par le vent, les Anglais dérivent plus au sud que toute autre expédition humaine avant eux. Il va leur falloir venir à bout de cette contrée hostile pour espérer conquérir le trésor des Espagnols. Élisabeth compte sur eux pour renflouer les caisses du royaume. Francis Drake remonte la côte Pacifique, une partie du continent fréquentée exclusivement par les Espagnols, où nul ne s'attend à croiser un corsaire britannique. L'effet de surprise est complet. Drake et son équipage pillent les implantations espagnoles et des dizaines de navires.
les Espagnols ont été pris par surprise. Leur défense était quasi inexistante. Mais peu à peu, la rumeur des forfaits de Drake s'est répandue et il a fini par rencontrer une plus forte opposition. C'est alors qu'il a décidé de s'attaquer à une pièce de choix, un des galions de Manille qui transportait un véritable trésor. Voilà des jours que Francis Drake suit à la trace ce navire, surnommé Cagafuego, littéralement « chie le feu », qui fait route vers l'Asie. Il l'a pratiquement rattrapé et attache même quelques seaux dans son sillage pour ralentir l'allure. Il veut attendre la nuit pour lancer l'assaut. Les marins du Cagafuego n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le Golden Hind est trop loin et la longue vue n'a pas encore été inventée. L'attaque des Anglais va les tirer de leur sommeil. Comme 9 fois sur 10, l'abordage se passe sans combat et sans même un coup de canon. Pris de court, la plupart des hommes se rendent car ils n'ont pas envie de jouer au héros. Le Cagafuego n'a pratiquement aucune arme à feu à bord. Son capitaine est contraint de se rendre. Sans verser une goutte de sang, Francis Drake vient de réaliser la plus grosse prise de sa carrière. Il faudra 3 jours à son équipage pour transférer les 27 tonnes d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles sur le Golden Hind. C'est un butin extraordinaire. De quoi réjouir Élisabeth et mettre en rage Philippe. Il traitait ses prisonniers espagnols avec une courtoisie très inhabituelle au XVIe siècle. En général, les marins capturés passaient par-dessus bord. Mais Drake ne tuait pas ses prisonniers. De ce point de vue, il était extrêmement moderne et humain. Cela contribuait aussi à sa bonne réputation. Ses victimes savaient qu'elles seraient bien traitées si elles se rendaient. Il les relâchait pour qu'elles le fassent savoir. Ne résistez pas à Francis Drake, rendez-vous et vous serez bien traités. On a tout intérêt à faire le tour. Le Golden Hind ne peut revenir en Angleterre en passant par l'Atlantique Sud. Des navires de guerre espagnols sont certainement en embuscade. Oui, mais c'est ce à quoi les Espagnols s'attendent. Ils vont se mettre en embuscade et reprendre qu'on les a terrassés. Nos cales sont remplies de richesses. Croyez-moi, ils trouveront des hommes à envoyer. Une fois de plus, le corsaire démontre son goût du risque. Il va tenter de contourner le continent par le nord. Il n'y a qu'une seule solution. Contourner par le nord. Il dispose d'une map monde rudimentaire, bien éloignée de la réalité. Mais il espère pouvoir regagner l'Atlantique puis l'Angleterre par le mythique passage du Nord-Ouest, qui ne serait pas pris par les glaces. Progressant vers le nord, Drake et ses hommes sont probablement les premiers Européens à apercevoir cette côte pacifique. Mais toujours pas de passage en vue. Qui plus est, le tracé du littoral les entraîne vers le nord-ouest et les éloigne encore des îles britanniques. Vous entendez, capitaine? À votre avis, ce sont des cannibales? Ce sont des êtres humains. On va accoster. Les Indiens qu'ils rencontrent ne les renseignent pas davantage. La déconvenue est grande. Drake n'a pas le choix. Il doit opter pour le seul itinéraire que les Espagnols le croient incapable d'emprunter. Avec un petit vaisseau lourdement chargé et un tirant d'eau excessif, il va parcourir les 3/4 de la surface du globe. Et traverser le Pacifique en direction de l'Asie. Une dangereuse expédition vers l'inconnu. 32 000 kilomètres attendent les Anglais, soit plus encore que ce qu'ils ont déjà parcouru. Dans les mers du Sud, le Golden Hind heurte un récif. Pour rester à flot, Francis Drake fait jeter par-dessus bord une partie de ses canons et de son butin.
C'est donc pratiquement sans défense que le corsaire regagne l'Angleterre. Il lui faut traverser l'océan Indien et contourner l'Afrique, c'est-à-dire naviguer en eau ennemie. Prudent, il décide de ne pas toucher terre entre l'Indonésie et l'Afrique de l'Ouest, sur près de 25 000 km. Soumis à un rationnement très strict, les occupants du Golden Hind sont au bout de leur force. Leur expédition constitue un exploit inédit dans l'histoire de la navigation. Ce n'est que fin octobre 1580, au terme d'un périple de 3 ans, que le navire atteint les eaux anglaises. Voilà longtemps que tout l'équipage est présumé mort. Drake s'est d'abord assuré que le pays qu'il retrouvait n'avait pas trop changé. Il a demandé à des pêcheurs si la reine était toujours en vie. Dans le cas contraire, il craignait que Mary Stuart ait pris le pouvoir et que l'Angleterre soit redevenue catholique. Il aurait alors été considéré comme un pirate et pendu. Il a donc pris ses précautions. La rumeur de son retour et de son extraordinaire butin se répand comme une traînée de poudre. De bonnes nouvelles, madame. C'est impressionnant. Ce diable de marin. Oui, madame. Et pour chaque livre que vous avez investi, vous en récoltez exactement 47. Élisabeth a dorénavant les moyens de faire construire de nouveaux galions plus petits, plus rapides et dotés de nombreux canons. Sur ces navires, il est possible de faire feu avec toutes les pièces d'artillerie en même temps. C'est la naissance de la bordée, qui fera d'innombrables victimes au sein de la flotte espagnole dans les siècles à venir. Avec les richesses qu'il a rapportées de son tour du monde, Drake a gagné une place dans l'histoire et changé la destinée de l'Angleterre. C'est le début de l'ascension du pays. Le royaume médiéval deviendra une puissance mondiale et dominera les mers. Le peuple est fier de l'exploit de Drake. Dans les tavernes, on trinque à sa victoire. Ne voulant pas être en reste, la reine lui fait l'honneur de monter à bord de son navire le 4 avril 1581. Francis Drake, vous êtes un scélérat. Afin que mon honneur soit préservé, je suis dans l'obligation de vous renier. Monsieur Drake, le roi d'Espagne exige que lui soit livrée votre tête. Et j'ai à portée de main tout le nécessaire pour l'exaucer. Monsieur de Marchaumont acceptera, je l'espère, d'accomplir ce travail à ma place. La reine Élisabeth était d'une grande intelligence et possédait un jugement très sûr. Elle était prudente, mais savait aussi se montrer audacieuse quand il le fallait. Il était très osé de sa part d'adouber Drake et de garder le trésor des Espagnols. Elle a confié à l'ambassadeur de France le soin de donner la collée à Drake, faisant ainsi de lui son complice. Si les Espagnols s'offusquaient, l'Angleterre n'était pas seule en cause dans cette affaire. Je vous adoube, Sir Francis Drake. Grâce à la fortune rapportée par Francis Drake et aux nombreuses vocations qu'il fait naître, l'Angleterre connaît une période florissante. La construction navale et l'économie prospèrent, tandis que l'emploi se développe. On dépense sans compter pour la science et les arts, et des théâtres voient le jour un peu partout. Bientôt, on y joue les premières pièces d'un génie,
un certain William Shakespeare. Ce turbocapitalisme ou capitalisme sauvage, à l'anglo-saxonne, a fini par conquérir le monde grâce à un immense empire colonial et à une industrialisation continue. Tout cela, on le doit à Francis Drake. Le corsaire est à l'apogée de son succès. Mais aux yeux de la cour, il reste un homme d'origine modeste, sujet de moquerie. Tourmenté, il aura à cœur toute sa vie de prouver sa valeur et de réitérer ses premiers succès. Mais la chance l'a abandonné. Alors, mon pirate rentre les mains vides? Rassurez-vous, c'est sans gravité. La simple nouvelle de votre dernier raid suffit à induire d'excellentes retombées pour nous. Plus personne ne veut prêter d'argent à Philippe d'Espagne, que ce soit les marchands génois ou les fougueurs. À Séville, ses banques s'effondrent. Et pour ça, il vous a seulement suffi de vous montrer, Sir Francis. Francis Drake paiera son obstination au prix fort. Après une attaque manquée sur Panama, il meurt à 55 ans, victime d'une épidémie qui a éclaté sur son navire. De nos jours encore, des chercheurs tentent de localiser son cercueil de plomb. Car aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de héros.